Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des techniques les plus importantes du deep learning, la batch normalization. Et vous allez voir, c'est l'histoire fascinante d'une solution géniale à un problème qui s'est avérée être la solution encore plus géniale à un tout autre problème. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, pour bien comprendre pourquoi la batch normalisation a tout changé, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière à une époque où entraîner un réseau de neurones profonds, c'était un vrai cauchemar. La question a l'air simple, mais la réponse était un vrai casse-tête pour les chercheurs. On faisait face à des entraînements d'une lenteur incroyable, des gradients qui devenaient complètement instables, soit ils disparaissaient, soit ils explosaient, et puis tout le modèle était hypersensible à la moindre petite variation dans l'initialisation des poids. En gros, chaque fois qu'on ajoutait une couche, on ajoutait une nouvelle source de problèmes et d'instabilité. Les inventeurs de la batch normalization ont justement mis un nom sur ce phénomène, le décalage de covariables internes, ou ICS en anglais. Pour faire simple, imaginez que chaque couche de votre réseau essaie d'apprendre quelque chose, mais que les données qu'on lui donne changent de forme en permanence. C'est comme essayer de viser une cible qui bouge sans arrêt. Chaque couche passe son temps à se réadapter, ce qui ralentit énormément tout l'apprentissage. Et voilà à quoi ressemble ce chaos en pratique. Ce graphique, il vient tout droit du papier de recherche original de 2015. Il montre comment la distribution des entrées d'une couche évolue dans le temps. On le voit bien, c'est le bazar. La distribution est complètement instable, le pic, c'est-à-dire la moyenne, se balade, et sa largeur, la variance, change aussi tout le temps. Pour la couche qui vient après, c'est mission impossible de travailler correctement. C'est donc dans ce contexte assez compliqué que deux chercheurs de chez Google, Sergey Yoffe et Christian Szegedy, vont proposer une solution qui va littéralement changer les règles du jeu. Il faut bien voir que la batch normalization n'est pas sortie de nulle part. Elle s'inscrit vraiment dans une suite logique d'avancées qui cherchaient toutes à dompter ces fameux réseaux profonds. On avait eu des travaux sur comment bien initialiser les poids, des techniques de régularisation comme le dropout, et l'étape suivante, c'était de s'attaquer au cœur du problème, la dynamique même de l'entraînement. Et leur intention était limpide. Cette citation de leur papier le dit noir sur blanc. L'objectif numéro 1, c'était de s'attaquer à ce fameux problème d'ICS. L'idée, c'était de forcer les entrées de chaque couche à rester stables, à arrêter de bouger dans tous les sens. Bon, assez parlé de l'histoire, plongeons un peu dans la mécanique. Comment est-ce que cette technique, qui a l'air simple sur le papier, arrive à faire des miracles? Le processus est en fait assez direct. Pour chaque petit groupe de données, ce qu'on appelle un mini-batch, qui passe dans le réseau, la couche de batch norm agit comme un régulateur. D'abord, elle regarde toutes les activations du batch et calcule leur moyenne et leur variance. Ensuite, elle utilise ces deux chiffres pour tout remettre d'équerre. Elle soustrait la moyenne pour recentrer à 0 et divise par l'écart type pour que la variance soit de 1. C'est une standardisation toute simple, mais la clé, c'est qu'elle est faite à la volée pour chaque mini-batch. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment malin. Juste après avoir tout normalisé, la couche applique deux nouveaux paramètres, gamma et bêta. Et ces paramètres, ce n'est pas nous qui les fixons, c'est le réseau lui-même qui les apprend. Pourquoi ? Parce que forcer toutes les activations à avoir une moyenne de 0 et une variance de 1, ça pourrait être trop restrictif. Peut-être que pour résoudre son problème, le réseau a besoin d'une distribution un peu différente. Eh bien avec gamma et bêta, il a la liberté de décaler et d'étirer ses distributions comme il le souhaite pour trouver celle qui est parfaite pour lui. Il peut même apprendre à annuler complètement la normalisation si c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors là, attention, c'est un point super important à comprendre. La batch norm ne se comporte pas de la même manière pendant l'entraînement et pendant l'inférence, c'est-à-dire quand on utilise le modèle pour faire de vraies prédictions. Pendant l'entraînement, comme on l'a vu, elle utilise les stats du mini-batch en cours, c'est dynamique. Mais en inférence, on traite souvent les données une par une et on veut un résultat stable et prévisible. Donc le modèle utilise une moyenne et une variance fixes, qui sont en fait des moyennes mobiles calculées et lissées sur toute la durée de l'entraînement. Ça garantit que la sortie sera toujours la même pour la même entrée. Ok, on a vu la théorie, maintenant passons aux résultats. Et les résultats, pour le dire simplement, ils ont été absolument bluffants. Le chiffre qui a vraiment marqué tout le monde, c'est celui-ci, 14. En appliquant la batch normalisation à un gros modèle de classification d'images sur le célèbre jeu de données ImageNet, ils ont atteint la même précision en 14 fois moins d'étapes d'entraînement. C'était un gain d'efficacité juste colossal, du jamais vu. Et visuellement, la preuve semblait irréfutable. Regardez ce graphique. C'est la même distribution que tout à l'heure, mais cette fois avec la batch norm activée. La différence est spectaculaire, la distribution ne bouge quasiment plus. Elle reste parfaitement stable tout au long de l'entraînement. Le fameux décalage de covariables internes semblait enfin vaincu. L'affaire était classée. Affaire classée ? Pas si vite, parce qu'en science, une histoire n'est jamais vraiment terminée. Et c'est là que notre histoire prend un virage complètement inattendu. Pendant des années, tout le monde a accepté cette explication. Elle était élégante, les preuves semblaient solides, et surtout, la technique fonctionnait du tonnerre. Alors pourquoi chercher plus loin? Le problème était réglé, non? Et puis, en 2018, une équipe de chercheurs du MIT publie un article qui va faire l'effet d'une bombe. Leur conclusion, que cette citation résume parfaitement,
est sans appel. Le succès de la batch normalization n'a en réalité pas grand-chose à voir avec le fait de stabiliser les distributions. Pour prouver ça, ils ont fait une expérience super astucieuse. D'un côté, ils ont entraîné un réseau avec une batch norm normale, qui produit des distributions bien stables, comme on le voit à gauche, et de l'autre, ils ont entraîné un deuxième réseau où, volontairement, ils ajoutaient du bruit juste après la batch norm, pour recréer des distributions complètement instables, comme on le voit à droite. Le résultat était stupéfiant, les deux réseaux s'entraînaient exactement aussi vite. La conclusion était donc inévitable. Si on n'a pas besoin de distribution stable pour que ça aille vite, alors la stabilité ne peut pas être la cause de l'accélération. Alors, si ce n'est pas l'XCS, c'est quoi le vrai secret? La nouvelle explication, qui est celle qu'on accepte aujourd'hui, c'est que la batch normalization agit sur ce qu'on appelle le paysage d'optimisation. En gros, elle rend le problème plus facile à résoudre pour l'algorithme d'apprentissage. L'analogie du ski est parfaite pour visualiser ça. Entraîner un réseau, c'est un peu comme essayer de descendre une montagne pour trouver le point le plus bas. Sans batch norm, vous êtes sur une piste noire, glacée, plein de bosses et de crevasses. Il faut y aller tout doucement, très prudemment. Avec la batch norm, c'est comme si on vous avait préparé une belle piste bleue, large et parfaitement damée. Une vraie autoroute. Et pourquoi c'est si important d'avoir une piste lisse? Eh bien, sur une autoroute, on peut appuyer sur l'accélérateur. C'est pareil ici. Dans un paysage d'optimisation lisse, on peut utiliser un taux d'apprentissage, en gros la vitesse à laquelle le modèle apprend, beaucoup plus élevé, sans risquer de sortir de la route. Les gradients, qui sont les instructions pour descendre la pente, deviennent plus fiables, plus prédictibles. Et c'est ça le véritable super pouvoir de la batch norm. Ce n'est pas qu'elle stabilise les distributions, c'est qu'elle lisse la route pour l'optimiser. Bon, on arrive au bout de cette histoire assez folle. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça sur la batch normalisation? Voilà les points essentiels. D'abord, et ça ne change pas, la batch norm est un outil incroyablement efficace qui accélère l'entraînement de manière spectaculaire. Ensuite, la raison de son succès n'est pas celle qu'on a crue au début. On sait maintenant que son vrai bénéfice, c'est de rendre la tâche d'optimisation plus facile en lissant le paysage de la fonction de BERT. Et enfin, un point technique crucial à ne jamais oublier, son double comportement, dynamique pendant l'entraînement et fixe pendant l'afférence. Et cette histoire nous laisse avec une question vraiment passionnante. Maintenant qu'on a compris le vrai mécanisme, ça ouvre tout un tas de nouvelles possibilités. Si le but du jeu c'est de lisser le terrain pour l'optimiseur, il existe peut-être d'autres manières encore plus directes ou plus efficaces de le faire. La prochaine grande révolution dans l'entraînement des réseaux profonds est peut-être déjà en train de naître de cette idée.